Pascal Dionne. Monsieur Dionne a obtenu une maîtrise en géomatique, spécialité en télédétection en 2002 de l'Université Laval. Il a aussi obtenu un baccalauréat en géomatique, option génie en 2000, à l'Université Laval encore. Il a été à l'emploi de Viasat Géotechnologie entre 2002 et 2008. Maintenant, il est à l'emploi de la Sûreté du Québec, la division géomatique télédétection. Monsieur Dionne va nous entretenir sur une solution géomatique portable déployée lors des mesures d'urgence, de recherche et sauvetage à la Sûreté du Québec. Merci, M. Parot. On va poursuivre avec la thématique policière, évidemment. Et je vais vous présenter une application, comme on vient de le dire, une application portable qui est destinée aux policiers qui participent aux opérations de recherche et sauvetage. Bon, la solution développée est en fait effectivement développée aux policiers. Fait que c'est une première particularité. Elle est portable. Et les deux objectifs que je vise en vous présentant ça aujourd'hui, c'est la première, c'est simplement de partager avec vous qu'il se fait des choses à la Sûreté du Québec pour améliorer le service aux citoyens. Puis là, ça tombe bien, c'est une application géomatique. Mais aussi parce que je veux que les gens retirent quelque chose, c'est qu'il est possible de faire des applications portables avec une grosse quantité de données, de façon assez économique, de façon assez facile, et qu'on peut trimballer partout sans trop de problèmes, avec une facilité de mise à jour aussi, etc. Je vous présenterai ça. Et la présentation, justement, est basée ou enrobée autour des systèmes que vous voyez à l'écran. Je ne peux pas passer à côté là, de vous présenter l'Organisation de la Sûreté du Québec. D'habitude, je fais toujours une blague autour d'ici, là, mais je ne veux pas m'éterniser. Je pense qu'on a toute notre anecdote là, sur les services qu'on offre. Cependant, ce que je veux mettre l'emphase sur présentement, c'est de vous dire que la Sûreté du Québec, à certains niveaux de service, doit couvrir tout le territoire de la province. Ça, c'est plus qu'1,6 million de kilomètres carrés, et c'est effectivement un enjeu en soi. Et cet enjeu-là que je viens de nommer, c'est aussi le terrain de jeu des gens qui travaillent en recherche et sauvetage. Comme je vous l'apprends peut-être, ou vous le savez déjà, au Québec, la recherche et sauvetage, c'est quelque chose qui revient aux policiers. Dans d'autres secteurs de l'Amérique du Nord, ça va être des civils qui vont s'occuper de ça, mais au Québec, on se base sur le précepte que lorsqu'il y a une disparition, lorsque quelqu'un est porté disparu, absent, etc., c'est peut-être le fait d'un acte criminel, et ce faisant, on va vouloir, si ça arrive, que ce soit des policiers qui protègent la scène de crime et qui soient déjà là à ce moment-là. D'où le fait qu'on s'occupe de ça à la Sûreté du Québec. Puis, qui s'en occupe particulièrement? C'est le service d'urgence. Le service d'urgence, c'est une équipe de spécialistes. Ce sont tous des policiers. Ça peut aller de l'équipe de sauvetage héliporté, du maître chien, technicien en explosifs, les plongeurs. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est les techniciens en recherche terrestre qui sont nos clients particuliers. En fait, je vais vous résumer ça de façon assez brève. Les gens des recherches terrestres sont venus nous voir et nous ont dit, écoute, nous autres, ce qu'on veut, c'est toute la donnée de la géomatique que vous avez à la Sûreté du Québec, tous les partenariats d'imagerie, toutes les tables qui vous proviennent de partout, tout ce que vous avez en géomatique, on le veut sur un laptop, puis on veut que ça fonctionne en mode déconnecté. C'est-à-dire pas de lien radio, pas de lien satellite, pas de GPS, c'est-à-dire pas de Wi-Fi, etc. Le téléphone sonne, on veut notre petit Google Earth ou quelque chose comme ça, là, on veut tout ça, on veut s'en aller avec. Fait que c'était ça notre mandat. Plus clairement, il est identifié ici. C'est-à-dire qu'on nous demandait de s'arrimer à l'infrastructure qui était déjà en place. Je vais vous la présenter tantôt. Pour nous, de garder ça simple, c'est-à-dire de rendre la solution qu'on allait développer compatible avec ce qu'on avait déjà à la division de la géomatique. Produire des besoins spécifiques, mais tant qu'à développer une nouvelle solution, aussi bien la normaliser, la standardiser, l'optimiser, et c'est ça qu'on a fait, puis c'est ça qu'on va vous présenter.
Avant d'aller plus loin, je fais une petite aparté parce que quand on parle de solutions portables, on s'imagine déjà un paquet de choses. Ça va me prendre un toughbook, il va falloir que je synchronise mes affaires, puis ça va être toute une histoire. On voit ça gros, mais le besoin peut être assez simple. Puis il nous a été présenté comme je vous le présente aujourd'hui. C'est ça le contexte d'utilisation. C'est des gens, des responsables d'opérations de recherche qui se réunissent avec une équipe de policiers qui sont en place. Puis ça peut se faire comme ça sur un 4 roues. Ça peut se faire sur un capot de voiture dans le char ou à l'extérieur la nuit dans l'hélicoptère, en forêt, un peu partout. Puis quand ils sont chanceux, ben on a un petit poste de commandement comme ça à la chaleur. Mais comprenons-nous bien, là, ce qui est intéressant avec l'emploi de ces gens-là, c'est quand le téléphone sonne, c'est peut-être un chasseur inuit qui est parti en motoneige, qui s'est perdu, qui n'est pas rentré, comme ça peut être un enfant qui s'est perdu en Gaspésie dans le bois, ou une personne qui a besoin d'être, je sais pas, secourue, etc. Donc, quand le téléphone sonne, on ne sait jamais dans quelle région du Québec ça va aboutir. Puis quand on va arriver là-bas, parce que quand le téléphone sonne, on prend le pack-sac, on s'en va, c'est pas le temps de dire je vais découper ou circonscrire ma région, télécharger, etc. Non, non. Il faut que ce soit tout prêt, puis on s'en va. Fait que, ça ressemble à ça, si bien que, en fonction des besoins qui nous ont été énumérés puis du contexte d'utilisation, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une solution autour de cela. Puis la solution comprend les 3 points suivants, c'est-à-dire que l'aspect matériel, les gens avaient un portable, tout ce qui est plus d'ordinaire. Les gens des recherches terrestres étaient également équipés d'un disque dur de 2 téraoctets. Et puis, ils avaient des GPS Garmin. Donc, on est parti de là. La solution qu'on a trouvée, donc, c'était de s'arrimer à ArcMap 10 pour être capable, je vais l'expliquer tantôt, de lire la cache en mode déconnecté, comme si c'était simplement une couche quelconque, comme un shapefile. ArcMap 10 parce qu'il fallait tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités-là. Nous sommes allés chercher aussi l'extension de Groupe Système Forêt, une compagnie de Québec ici qui fait un produit fort intéressant, qui, va, dans le cas présent, va nous permettre de communiquer dans les deux sens, de façon bidirectionnelle avec les GPS. Puis on a développé une interface structurante parce que tant qu'à faire les choses, on veut que tous les policiers qui participent à chacune des opérations fassent ça de la même façon, donc structurer notre protocole, puis faire en sorte qu'on puisse se bâtir un historique après qui va être structuré. Finalement, la portion qui m'intéresse de vous présenter, c'est ce que je vous ai dit, c'est que chez nous, on a un site web. C'est assez quand même, c'est assez harassant à maintenir, à générer une cache comme ça, puis à traiter toutes les données. À certains niveaux de cache, on a une 50aine de tables. Il y a toujours des mises à jour, et on travaille là-dessus parce que nos clients, ils sont maintenant accoutumés. Donc, en partant d'une nouvelle application, on ne veut pas avoir à supporter quelque chose d'autre qui est très lourd. Donc, notre objectif, c'était de dire, peut-on prendre toutes les caches cartographiques, les 3 qu'on a là, avec une 15aine de niveaux d'échelle, peut-on les prendre, les copier, coller sur le disque de 2 téraoctets, puis s'en aller avec ça, sans service web, sans serveur web, etc., juste, ils sont là, je les prends, je les lis. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté certaines couches dynamiques pour que les gens puissent quand même faire des recherches, pour se localiser, etc. Puis, on a intégré les statistiques du livre que vous voyez plus haut, qui est la référence là, en recherche et sauvetage, et qui recoupe des milliers de cas de disparition regroupés sous des caractères de personnes. Pour vous montrer ce qu'on a fait, on va utiliser un petit exemple fictif. Grosso modo, un protocole de recherche et sauvetage, là, environ une dizaine d'opérations comme ça. Pour ne pas rendre ça trop lourd, on va simplement regarder l'exemple que je vous ai préparé. Alors, le cas typique, ben, ça sonne au 911, ça s'en vient chez nous. Puis, on essaie d'apprendre ce qui s'est passé. Voyez-vous, dans l'exemple qui est là, ben, c'est une jeune fille de 13 ans qui est simplement allée chez sa grand-mère, puis elle s'est promenée dans le bois d'en arrière, puis elle était supposée rentrer pour souper, puis elle n'est pas rentrée. Donc, vers 19h, la grand-mère, elle a appelé, puis on a lancé l'opération comme ça. À ce moment-là, la première opération à faire, c'est de localiser le point initial. Le point initial peut être le dernier point connu, le dernier point vu, mais il faut le localiser. Donc, c'est simple, on a développé des gabarits d'édition, fait qu'on va chercher la table de point initial, met le point sur la carte. Et la deuxième étape qu'il faut faire,
c'est qu'une fois qu'on s'est localisé, il faut maintenant faire parler le terrain. Moi, je vais aller rechercher là, puis je dois comprendre comment ça se passe. Fait que la première chose que je vais faire, je vais identifier c'est quoi mes repères géographiques autour. Est-ce que je suis en secteur boisé, au milieu de l'eau, en ville, dans une prairie, etc. Et puis, l'autre chose que je vais décider de regarder aussi, c'est est-ce que je suis en secteur plat, accidenté, montagneux, etc. Et le fait d'avoir plusieurs caches, ça nous permet de répondre à ces questions-là. Et lorsque c'est fait, la troisième question qu'on se pose, c'est à qui j'ai affaire? Est-ce que la personne disparue ici est une personne qui a des déficiences intellectuelles, un retard mental? Est-ce que c'est une fugueuse? Est-ce que c'est une personne qui est intoxiquée aux substances? Fait qu'on se pose ces questions-là, on fait notre petite enquête, et puis lorsqu'on identifie ce qu'on pense être la personne, elle devient caractérisée. Le livre de statistiques que je vous pensais qu'on a lié à travers ArcMap comme ça. Mais la personne dans la table va choisir la catégorie enfant, disons-le, normal, traditionnel, 13 ans à 15 ans, et on va retrouver, dans ce cas-ci, 415 cas dans les statistiques. Ce qui va nous amener à dire, je pense que j'ai un petit pointeur ici, qu'on a une catégorie boisé plat, et on va voir que statistiquement, dans 25% des cas, la personne disparue est retrouvée à l'intérieur d'un rayon de 0,6 km. Dans 50% des cas, 1,3, etc. Et ça va nous donner déjà un topo de la situation. Un topo subjectif, mais quand même. Donc, première étape, c'est qu'en associant ces statistiques-là, j'ai des cercles statistiques qui vont se générer sur ma carte. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais circonscrire ma zone de travail. Voyez-vous, ici, c'est assez simple. La jeune fille est allée se promener derrière chez sa grand-mère, donc le premier territoire de confinement, ça va être le territoire bordé par les rues, parce qu'on se dit, si elle sort dans la rue, elle sera plus trop perdue, normalement, à ce moment-là. Donc, première étape, zone de confinement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, encore là, avec une série de gabarits qu'on a développés, le technicien principal qui s'occupe de l'opération va se mettre à prioriser puis déterminer des secteurs de recherche par équipe. Il va se dessiner un premier polygone, par exemple ici. Il va l'attribuer au maître chien. Il va faire venir le maître chien. Il va lui dire « Donne-moi ton GPS ». Il va prendre le polygone qui est là. Je pense, passer à la suivante. Avec justement l'outil de groupe système forêt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre, va l'uploader, le télécharger dans le GPS, va lui fournir une feuille aussi avec un gabarit pour qu'il sache sur quel terrain il se promène. Puis il va laisser aller le maître de chien comme ça. Il va faire ça pour chacune des équipes de recherche. Lorsque l'équipe de recherche elle a terminé, elle va le revenir, elle va aller voir celui qui s'occupe de l'opération. Elle va lui ramener le GPS. On va pouvoir voir qu'effectivement, elle s'est promenée à l'intérieur de son polygone prescrit. Puis, on va faire le chemin inverse, c'est qu'on va télécharger du GPS vers l'application le chemin parcouru. Ce chemin parcouru-là, maintenant, va nous servir on va le faire pour chacun des groupes, va nous servir à quelque chose qui est particulièrement important pour le policier, c'est de déterminer des secteurs de probabilité de détection. Voyez-vous, j'ai mis une petite image ici, c'est un genre de... Oups, excusez-moi. Genre de petite battue. Les policiers peuvent dire que lorsqu'on procède d'une quelconque façon, on peut attribuer une probabilité de détection. Et lorsqu'on atteint la probabilité de 80%, on peut dire, écoute, on a circonscrit, on a analysé ce secteur-là, on peut passer à un autre. Donc, on va attribuer nos probabilités de détection comme ça, et puis ça va continuer jusqu'à temps qu'on retrouve la personne. Voyez-vous ici, dénouement heureux, c'est bien le fun, là, la jeune fille est sortie d'elle-même ici, à l'autre bout du bois, de l'autre côté. Donc, ce qui reste à faire, c'est heureusement, puisqu'on a tout mis dans des tables, puisqu'on a mis ça dans un système d'information géographique maintenant, le policier peut se représenter soit aux parents de la victime, soit la victime de la disparue ici, soit à ses patrons, puis refaire l'historique des recherches, comme ça s'est fait. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va calculer les statistiques, parce que nous autres aussi, on veut bâtir notre propre historique de statistiques. Puis, on va s'en aller vers la rédaction des rapports. Voyez-vous, c'est assez simple.
on nous a demandé de procéder à ça et de normaliser les opérations, ben on a analysé que dans bien des cas, dans la plupart des rapports que les policiers avaient à remplir à la fin de l'événement, il y avait un paquet de champs, un paquet d'informations qui étaient récurrentes. Donc tout ce qui était récurrent, on l'a placé dans les tables, puis le policier peut le remplir. Puis quand il a fini son opération, ben on a un petit bouton d'export qui va peupler les différents éléments récurrents dans chacun des rapports. Donc pour lui, ça facilite, ça raccourcit son temps de travail là-dessus. Maintenant, voyez-vous, ce qui m'intéresse, le deuxième point, je vous ai présenté l'application. Maintenant, regardons ce que ça a apporté du côté client. OK, je peux aller, j'essaie de résumer ce que j'ai à vous présenter. C'est que du côté du client, lui était pris avant avec une solution externe, puis il avait sa cartographie à l'échelle 20 000 qui était sous la forme de tuilage. Le tuilage était toujours limité, on passait d'une tuile à l'autre, fait que la plupart des événements, comme d'habitude, arrivaient en coin de tuile, fait qu'on était toujours obligé de switcher. Maintenant, on a une cartographie du territoire en continu, et non seulement cette cartographie-là est en continu, mais elle est mise à jour chez nous. Donc, on n'est plus dépendant d'une solution externe. Fait que notre client est heureux avec ça. Effectivement, on a procédé à normaliser les procédés, c'est-à-dire que maintenant, chaque policier qui a à participer à une opération de recherche et sauvetage doit suivre le protocole qui est là. Fait qu'on n'a plus de disparité entre les différentes recherches. Ça paraît pas grand-chose, mais vous devez savoir que, j'ai mis ici la professionnalisation, le fait d'avoir un petit logo de la Sûreté du Québec sur des rapports ou sur des choses comme ça, d'avoir ses propres outils à l'interne, ben, ce qui paraît, ça démontre une grande crédibilité puis une acceptation quand on soumet nos affaires. Fait que de ce côté-là, ça a dégagé le policier en place d'une certaine pression. Fait que le fait d'avoir habiller l'application de cette façon-là, ben, ça a été un avantage pour eux. On a amélioré la communication GPS aussi avec l'outil qu'on vous a parlé. Avant, c'était une problématique. Maintenant, c'est rendu uniformisé et plus simple. On a intégré les statistiques et maintenant, on compile les statistiques aussi, etc., etc., etc. Par contre, ça, c'était le côté du client. Maintenant, moi qui dois supporter tout ça, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on avait déjà un site web. On est débordé quand même. Chez nous, on a des choses à faire. On doit supporter une application additionnelle. Mais la façon qu'elle a été développée nous permet d'offrir un support minimal, si on veut. C'est que nous, on va générer la cache parce qu'on doit le faire pour le web. Mais ce que je fais, c'est que je prends la cache qui est générée, je fais un copier-coller sur le disque externe. Et puis voilà, j'ai mis à jour mes données. C'est aussi simple que ça. J'ai pas rien d'autre à faire. J'ai pas à m'engager autrement. Donc pour moi, j'ai uniformisé, puis j'ai pas plus d'efforts. C'est parfait. Parce que je parle aussi encore une fois que la récupération des caches cartographiques. Ce que ça m'a donné de découvrir cette petite passe-passe-là, c'est que maintenant également, moi je me suis mis à la place des gens qui ont des municipalités, des MRC, des petits territoires. Je me suis dit, si moi, là, je décide de faire une cache pour un petit territoire comme ça, là, je vais l'enclencher jusqu'au fond à toutes les échelles, ça va tenir sur rien, je vais mettre ça sur le disque externe, je vais aller chercher ArcReader d'ArcMap, de Esri, puis je vais me faire des genres de PDF, des PMF pour eux autres, mais ça me donne une solution encore économique, facile, pour donner un support aux gens qui ont à se rendre sur le terrain avec un laptop, ils ont toute la donnée. Donc pour moi, ça a ouvert un paquet de possibilités d'application et de support qu'on peut offrir à nos clients. Une autre chose qu'on nous avait demandé, c'est qu'on a dit, c'est beau, vous les gens de la géomatique, là, mais nous autres, il faut qu'on soit opérationnel, puis des fois on a à modifier les choses. Bien, l'application qu'on leur a faite, écoutez, bien sûr, on a mis une interface structurante avec des étapes particulières, mais au-delà de ça, le client peut faire littéralement ce qu'il veut dans l'application parce que c'est ArcMap tout court. Fait que ça, ces gens-là étaient contents aussi de pouvoir ajuster ça puis mettre leur propre couleur dans l'application. Puis
Puis effectivement, ben, c'est ça, de notre côté, là, ça offre un paquet d'autres possibilités qui s'en viennent. Puisque j'ai du temps, je voulais juste faire une parenthèse parce qu'à chaque fois que je parle de l'idée de la cache, j'ai souvent le commentaire qui me revient, puis que les gens me disent « Ouais, mais la cache, l'imagerie, ton imagerie, elle doit être compressée, puis en plus, tu fais une petite tuilette, ça doit pas vraiment être intéressant. » Fait qu'on veut pas aller là-dedans, on veut rester... C'est là que je mets toujours un peu les gens en garde, parce qu'il faut faire attention. J'ai fait le test récemment au bureau, puis si j'ai une image avec un pixel de 20 cm, OK? Puis que je décide de l'afficher à 1 pixel écran égale 1 pixel image, c'est-à-dire j'ai un écran qui a 1024 par 768, au mieux, je peux en rentrer 1024 par 768 pixels d'image dedans. Si j'essaie d'en rentrer plus, j'ai du rééchantillonnage, puis j'essaie d'en rentrer moins, j'ai du rééchantillonnage anyway. Fait que les gens qui travaillent avec des images de 10 000 pixels par 5 000, il y a toujours du rééchantillonnage dedans quand vous la visualisez, là. À moins de la visualiser à 1 pour 1, qui correspondait, comme je le disais tout à l'heure, à une échelle d'1 dans 800 à peu près, là. Et donc, si vous décidez de vous générer la cache à cette échelle-là de résolution maximale, de détail maximal, c'est pas le découpage d'une tuilette en JPEG qui va massacrer votre image. Surtout que le JPEG va préserver ces zones de haute fréquence spatiale dans l'image. Donc, vous allez conserver vos détails dedans. Fait que ça peut être une solution qui est vraiment légère, économique, facile, puis qui va répondre à beaucoup de besoins. Fait que je pense que c'est... Moi qui étais un peu un puriste de ce côté-là, ben je trouve que c'est gratuit, c'est accessible, c'est facile. Ben peut-être qu'il faut regarder cette solution-là un peu. Puis c'était le commentaire que je voulais passer. Donc en conclusion, je vais vous dire que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a développé une application qui est destinée à être utilisée par des gens qui sont en situation de stress, en situation d'urgence, dans des régions qui ne sont pas au confort de leur petit bureau. Puis surtout, ces gens-là, ben, ce ne sont pas des géomaticiens de formation. Donc, de pouvoir avoir réussi à leur vendre ça et qu'ils l'utilisent dans des situations critiques, pour nous, ben, c'est un succès, c'est valorisant. Puis je m'en tiendrai à ça. Bon. Donc, si vous avez des questions, ben, je serais bien heureux de répondre. Pascal. On peut prendre quelques questions. C'est beau. Cela dit, là, faites pas exprès pour vous perdre, là, c'est pas un gage de... Merci. Merci.